Moi, je suis connu pour avoir levé beaucoup d'argent. J'ai levé 65 millions d'euros. Tout ce qui est anti-sexy, je pense que ça a de l'avenir. Mais vous êtes gavé aux crypto, NFT, blockchain, etc. Comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait. Les entrepreneurs qui font faillite, ils se prennent un acharnement qui est d'une telle violence, je te raconterai. Il y a eu plusieurs suicides. Salut Thierry, salut je Alan. suis super content de t'avoir en face de moi aujourd'hui pour le premier épisode de Due Deal. T'es quand même super courageux de venir comme premier invité ici. Est-ce que tu peux confirmer devant tout le monde que personne t'a forcé à venir ? Je suis ravi de te servir de cobaye et non, Okay. j'ai pas été forcé, c'est un plaisir d'être là pour moi. Merci Génial. de penser à moi. Trop bien, plaisir partagé. Avant de t'expliquer ce qu'est Due Deal, je vais d'abord commencer par t'expliquer ce que ça n'est pas. Je veux pas du tout savoir quel genre de céréales tu mangeais le matin quand t'as monté ta boîte. Choc à pic. Merde, on coupe tout. Non, le but de Due Deal, c'est que tu puisses nous raconter tes 2 plus gros deals de ta vie, le meilleur comme le pire, et qu'on puisse découvrir les coulisses de chaque deal parce qu'on va venir les décrypter, décrypter chaque moment, savoir comment tu as flairé l'opportunité, quelles ont été les conséquences, les termes des contrats s'il y en a eu, pour tous ceux qui nous écoutent. Mais avant de commencer, j'aimerais si possible que tu te présentes et que tu me réexpliques un peu ton parcours et d'où tu viens. Ouais, j'ai fait une école de commerce française. Je suis parti à Londres faire de la finance. J'avais fait un peu de droit avant, du droit immobilier notamment. Donc un parcours un peu décousu avant mes 30 ans. Et je suis rentré de Londres à Paris à 29 ans. Et je ne savais pas quoi faire de mes journées. Donc j'ai monté une boîte d'immobilier, une start-up qui s'appelle Mastéos, qui fait de l'accompagnement clé en main pour les investisseurs qui souhaitent acheter de l'immobilier. Et j'ai eu un petit succès pendant les années où les taux d'intérêt étaient à 0. Donc on est passé en 4 ans, enfin même en 3 ans, on est passé de 0 à 400 salariés. On a levé 65 millions d'euros, on a fait plein de deals et on s'est pris la crise immobilière l'année dernière. Et donc j'ai dû céder ma boîte dans la douleur il y a 3 mois. Et voilà, et donc je vais pouvoir te parler des bons deals et des mauvais deals que j'ai fait. Yes. Et j'en suis là, donc un entrepreneur qui connaît une période difficile en ce moment, mais j'ai bien kiffé l'aventure. Justement, là, tu sors d'une période un peu difficile avec Mastéos. Le but, c'est pas de refaire l'histoire, c'est pas le but du podcast, mais en ce moment, t'es dans quelle optique ? Ça donne envie de remonter à cheval de suite ou de faire complètement autre chose, d'aller pêcher en mer ? Ça donne envie de faire quoi là maintenant ? Bah, en fait, j'ai pas vraiment le choix. C'est peut-être positif. C'est peut-être une leçon sur l'assurance chômage. En fait, nous, les mandataires sociaux, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, on n'a pas le chômage. Et c'est pas comme si j'avais gagné de l'argent, puisque j'ai fini par faire faillite et j'avais pas vendu de part. Donc, le fait de pas avoir de filet de sécurité financier, ça force à très très vite se remettre en selle. Ouais. Et au-delà de ça, quand tu es piqué à l'entrepreneuriat, tu te fais vite chier et du coup, la contrainte financière plus l'envie d'adrénaline fait que je me remets sur un nouveau projet. Ok, génial. Là. Tu nous l'utiliseras bientôt ? Oui. Super. Tu dois peut-être avoir un petit peu plus de temps maintenant. Est-ce que tu en profites pour investir sur de nouveaux actifs ? Est-ce que tu prends ce temps-là ? Tu as un portefeuille un peu en ce moment d'investissement ? Alors j'ai pas tant de temps que ça, sauf pour faire des podcasts. Ok, génial. Et comme je t'ai dit, l'aventure Mastéos, c'était une énorme boîte, mais j'ai pas monétisé dessus. Donc en fait, j'ai pas vraiment d'argent à investir, mais je suis ancien trader chez HSBC à Londres et je connais bien l'univers de l'investissement. Si j'avais eu la bonne idée de revendre des parts et si j'avais de l'argent à investir aujourd'hui, j'imagine que tu veux savoir dans quoi j'investirais. Bah ouais, carrément. Ok. Alors les startups, j'en reviens un peu pour en avoir créé une moi-même qui a mal fini. J'ai perdu un peu mes illusions. Ça veut pas dire qu'il y a de mauvaises startups, mais elles sont super dures à choper. Et les fonds qui vous diront le contraire, ou il y a des acteurs très bien dans le milieu, mais vraiment détecter la prochaine licorne, c'est un métier. Tu connais Fundora ? Bah ouais, mais vous faites pas du startup picking, quoi. Vous faites des fonds, justement. Et la notion de fonds, elle permet aussi de lisser le risque et de diversifier. Mais aller chercher la prochaine licorne en mettant des tickets dans les startups, ça peut être intéressant, mais moi j'en suis revenu. Donc j'irai pas là-dessus. J'étais trader Forex, c'est l'ancêtre des cryptos. Ouais. C'est un domaine où si t'es pas dans un trading floor professionnel, c'est assez probable que tu perdes de l'argent si tu le fais de ton garage sans hedge particulier. Donc j'irai pas sur le trading ni sur les startups. Ça fait un peu faillot ce que je veux dire, mais effectivement ton thème me plaît bien parce qu'en fait quand tu regardes, après je vais mettre en avant l'immobilier, mais quand tu regardes l'univers des possibles, je crois que c'est difficile de battre le TRI d'un fonds de private equity.
Historiquement, ouais. Être aussi stable que ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et est-ce que d'ailleurs tu trouves qu'il y a des actifs en ce moment, il y a beaucoup d'actifs qui émergent de plus en plus, et moi je fais partie de la génération qui est née avec un ordinateur dans les mains, et une génération qui s'intéresse très tôt à l'investissement et à créer son patrimoine. Est-ce que tu trouves qu'il y a des actifs qui sont un peu surcotés aujourd'hui sur le marché, sur lesquels tu n'irais pas pour des gens qui ont par exemple ton âge, qui ont la vingtaine et qui cherchent à démarrer une stratégie d'investissement? T'as quel âge toi? J'ai 22 ans. Oh là là, d'accord. Bah écoute, ouais, non, mais ta génération de TikTokers, et moi je passe ma vie sur TikTok, non mais j'adore ça, en vrai j'adore ça, mais vous êtes gavés aux crypto, NFT, blockchain, etc., comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait. Et donc, faut juste élargir un peu l'horizon pour cette génération. Il n'y a pas que les cryptos, le trading de NFT, le métaverse et tout, c'est quand même, faut revenir à des trucs un peu plus basiques. Et vous êtes, en fait, il y a une culture de l'immédiateté. TikTok, c'est de l'immédiat, mais elle déteint sur le financier parce qu'on veut du gain immédiat. Donc on va chercher des stratégies très très court-termistes. Et je trouve que ta génération perd la notion de placement long terme. Or, le modèle, c'est quand même Warren Buffett. C'est lui qui a fait le plus de pognon. Et cette théorie, c'est faut faire du long terme, faut pas faire de trading. Faut aller sur des boîtes qui sont sûres, stables, qui sont pas liées à des effets de mode, de bulles. Avant, c'était la blockchain, aujourd'hui, c'est l'IA. Pourquoi pas? Mais je veux dire, il faut mettre son argent sur des business qu'on comprend, qui sont sains et qui sont pas des business de bulles. Tu vois, moi, ma startup, Mastéos, c'est une entreprise qui est liée à une bulle des taux zéro. Donc, c'est peut-être pas le bon plan, en fait. Donc, comment te répondre tu vois, l'immobilier, c'est pas lié à une bulle, c'est un truc stable, concret, c'est pour ça que c'est pas très sexy. Ouais, puis c'est physique aussi. C'est tangible. Le tangible, c'est pas mal, ouais. Le tangible, c'est bien. L'immobilier, c'est bien. Ouais, c'est marrant parce que récemment, j'avais dit les mots-clés rapides, en 2 clics, facile, tu vois, ils ont été collés à l'investissement aujourd'hui, alors que ça devrait rester sur les pubs Uber Eats. Tu peux faire le truc, tu peux faire un investissement long terme en 2 clics. C'est ce que tu proposes. Ouais, ok, tu peux le voir comme ça. Ouais. Mais tu vois, dans cette sphère TikTok et dans cette sphère des nouveaux actifs qui arrivent, où on prend de la facilité, la rapidité, tout ça, je trouvais qu'il y avait un gros décalage. Et du coup, ça rendait un peu le marché de l'investissement biaisé par rapport à notre génération, tu vois, où tu parlais justement de stratégie long-termiste, des choses qui ne reposent pas sur des bulles, quoi. En gros, plus tu vas être sur du long terme, sur de la création patrimoniale à horizon 10, 15, 20 ans, plus tu es sûr de gagner de l'argent. Mais c'est pas sexy. Thierry. Bonjour. C'est le moment de la confession. Donc là, le but, c'est que... Presque. Tu vas y passer la nuit. Vas-y. Le but, c'est que tu nous racontes le plus gros deal de ta vie, le plus beau deal de ta vie. Je vais te demander d'y mettre tous les éléments de contexte possibles dans ton histoire, d'y apporter le plus de détails, de prendre ton temps. Et à la fin de ton histoire, on va avoir un petit échange. Je vais te poser beaucoup de questions. Je veux avoir beaucoup de détails et on va essayer aussi d'en tirer une morale, s'il y en a une. Donc le micro est à toi. Je commence par le meilleur deal de ma vie. Ouais. Alors, c'est pas très compliqué. Moi je suis connu pour avoir levé beaucoup d'argent. J'ai levé 65 millions d'euros. C'est une boule de neige, donc tu lèves 2, puis 5, puis... Mais dans cet argent levé, mon plus gros chèque, celui qui a marqué ma vie, c'est une term sheet que j'ai signée avec un fonds d'investissement VC qui s'appelle DST, qui est accessoirement un des principaux actionnaires de TikTok. Donc c'est un très très gros fonds, pas très connu du grand public. Et il y a un des partenaires de DST qui est descendu à Paris, ils sont à Londres, et qui a passé un peu de temps avec moi et qui était convaincu de mon business Mastéos. Et un jour, il m'a appelé, il m'a envoyé un WhatsApp et il m'a dit « Thierry, viens me voir à l'hôtel Hoxton. » C'est dans le quartier du Sentier. Ouais, je vois très bien. Bon, et quand tu reçois un WhatsApp d'un mec de chez DST, t'as le cœur qui commence à battre, tu vois, parce qu'ils sont pas connus pour juste prendre des cafés dans le vide. Ils sont connus pour y a pas de hasard, voilà, ouais, pour changer ta vie dans le bon sens ou dans le mauvais. Et donc je reçois ce message et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que l'hôtel du Hoxton, c'est un endroit emblématique de l'écosystème tech parisien, où se signent les grosses term sheets. Déjà, c'est en plein Sentier déjà. Ouais, en fait, l'hôtel Hoxton, c'est là où vont tous les VC. Donc les VC, c'est Venture Capital, c'est les fonds qui investissent dans les startups. C'est là où les entrepreneurs vont rencontrer les VC. C'est là où les VC, les plus gros deals se signent à l'hôtel Hoxton. Et donc moi, je me fais convoquer à l'hôtel Hoxton et je me dis, là, il va se passer quelque chose dans ma vie. Et à l'époque, j'en étais pas à avoir levé 65 millions. J'étais pas au tout début, mais j'avais dû lever, je sais pas, avant lui, j'avais dû, 3, 4, un truc comme ça. Et donc, je me pointe à une petite table carrée, dans le couloir d'entrée du Hoxton.
Et sur le côté, là, on était un peu à l'étroit. Et il me sort un papier, là. Je me rappelle. Il me sort un papier. Et il me dit, Thierry, tu vas être déçu. Tu vois, j'ai le cœur à 200 à l'heure. Ouais. Tu vas être déçu. Bon, pour la Valo. Donc déjà, je comprends qu'il va me faire une offre financière. Pour la Valo, je sais que tu voulais 150 millions de Valo. Mais on a pu te proposer que 100 millions. Écoute, j'en ai parlé avec mon associé, je suis désolé, j'espère que tu accepteras. Et tu vois, non mais tu vois ce que ça fait, 150 millions d'euros. Là, ça donne le tournis. Ouais, c'est ça. Et donc là, je suis, bon, c'est pas là, il va pas me donner 100 millions, mais en fait, il te dit la Valo sur laquelle j'ai basé mon chèque est de 100 millions. Et moi, ma dernière Valo, je suis désolé, je suis pas très précis, mais je crois qu'elle était à, je sais pas, 10, un truc comme ça. Okay. Et là, je regarde un peu sur la term sheet et je vois un nombre de chiffres hallucinant. Je vois 8 chiffres. Je vois un montant. Je vois 20 millions. 20 millions ? Ouais. Et là, je vois 20 millions, je relis le truc, c'est comme si j'avais gagné au loto. Et je fais, oula. Et puis c'est tout petit, tu vois, c'est un carré, c'est une feuille A4, puis c'est en anglais. Et c'est une tu peux nous expliquer ce que c'est un peu une term sheet ? Bah, term sheet, c'est quand tu es un fonds d'investissement et que tu investis dans des startups, bah, tu proposes à la startup de récupérer un peu de ses parts contre du pognon. Voilà. Donc tu dis... Doctolib, ça a l'air bien là, votre truc d'agenda pour les médecins, je sens que ça peut cartonner, je le sens bien, est-ce que tu peux me filer 20% de ta boîte et moi je mets 10 millions ou 20 millions, tu vois. Mais d'un premier café jusqu'à, je te laisserai continuer après, il faut qu'on décrypte, d'un premier café jusqu'à une term sheet de 20 millions d'euros posée sur la table, il se passe quoi ? Comment on passe d'un café, deux cafés, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais forcément, il y a un peu de contexte, je sors pas de nulle part, je suis pas dans mon garage, j'ai déjà commencé à lever des fonds avec un autre fonds qui s'appelle Daphne, un autre fonds VC qui avait mis un plus petit ticket. Je commence à être un peu visible dans l'écosystème, j'attire l'attention de ces fonds-là, donc c'est pas juste sur un café. Et puis ton podcast s'appelle Due Deal. Bon, le mec a quand même fait une due deal, tu vois, il a vu nos business plans, il a vu les chiffres, il a vu les comptes bancaires. Mais justement, ces discussions que tu as avec lui, toi, est-ce que tu adoptes un comportement un peu séduisant ? Est-ce que c'est dans l'hyperfactuel ? Est-ce que lui, il essaye de te tester sur certaines questions, de te coincer ? Comment ça se passe ? C'est quoi la relation ? C'est marrant, c'est ce qui distingue le VC du PI. Donc le PI, c'est du private equity. C'est des boîtes rentables avec un rythme de croissance assez sain. Et le VC, c'est YOLO, on met des tickets, il y a 9 boîtes sur 10 qui vont mourir, mais celle qui va survivre, ça sera le prochain Doctolib. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus lié à l'émotion, à l'énergie du fondateur, à de l'intuition. C'est moins financiarisé que le ticket de PI. Le ticket de PI, on s'en fout si t'es énergique ou si t'es inspirant ou charismatique. On regarde ta bottom line, si elle est bonne, on met un ticket, on fout un LBO, c'est parti. Donc c'est très scientifique. Il n'y a pas ces paramètres qui entrent en compte. Ouais, à la limite, je pense qu'un algorithme d'IA pourrait détecter les bonnes boîtes en PI, t'as pas besoin d'humain. Mais sur le VC, tu vois, c'est très lié aux personnalités des fondateurs. Est-ce que le mec il va réussir à embarquer une communauté dans son projet immobilier, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a de l'intuitu personae, il y a du fit, etc. Donc il y a de la due deal en coulisses, il y a des analystes qui creusent les chiffres, évidemment, qui les crunchent et qui voient que tout va bien. Et après, le type, il est censé, tu vois, il est chargé de voir s'il y a un potentiel chez moi, parce qu'en fait, il investit sur le fondateur plus que sur l'Excel. Et donc, son but, c'est de voir si je suis pas dingo, si je vais tenir le stress, si je vais réussir à gérer une telle somme d'argent, si je vais pas faire n'importe quoi avec. Comment il le teste, ça ? Bah, c'est de l'intuition, c'est comme. Oui, parce que c'est pas du factuel finalement, c'est vraiment du feeling presque. J'ai un petit track record, tu vois, j'ai commencé à faire pas mal de ventes, on a bien travaillé, on a eu une bonne traction, donc il dit vous avez commencé, maintenant on va passer l'étape d'après. Est-ce que ce type-là a la carrure suffisante pour passer l'étape série A ? Voilà. Donc c'est du fit, et on se retrouve au café, et là il me sort le. Et donc quand t'as 20 millions sur la table, qu'est-ce qui se passe dans la tête là à ce moment-là ? Quand t'as 20 millions sur la table, c'est comme quand t'es face à une très 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 belle fille ou je sais pas, enfin en tout cas t'as le tournis quoi. Tu te m'as bégayé, tu penses pas, t'es pas rationnel. Moi j'ai la caméra. J'ai le cœur qui est à 300, caméra cachée. Non, je me fais piéger. Et donc j'ai le cœur vraiment, je suis en tachycardie et j'arrive pas à comprendre le montant qui est dessus. Et je sais pas ce que ça implique en fait. Donc premier réflexe c'est de dire oui. Parce qu'il fallait que tu donnes une réponse sur le moment. Non, tu peux réfléchir, mais bon, tu lui dis en gros. Si tu lui dis non, c'est maintenant, quoi. Oui, aussi dans les deux cas. Et tu disais que tu savais pas ce que ça impliquait.
Mais non, je sais ce que ça implique. Techniquement, ça implique qu'il me donne de l'argent et moi je lui cède des parts de ma société, donc je suis dépossédé d'une partie de ma boîte et il n'y a aucun problème. Mais ça va plus loin que ça et tu le verras peut-être à la morale de l'histoire. C'est pas un pacte avec le diable, mais tu doutes bien qu'on ne file pas 20 millions. Enfin, ça implique des choses en fait. Hein. Il y a des conséquences. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Dans Spider-Man, voilà, c'est un peu ça. De gros montants impliquent de grandes responsabilités. Et donc, en plus, j'ai mal fini puisque j'ai fini par fermer la boîte dans la douleur, en liquidation. Donc, au moins, tu as l'issue de l'histoire. Et une des questions que je me pose, c'est est-ce que j'aurais dû signer cette term sheet à l'époque ? Est-ce que c'est pas ça qui a entraîné ma perte ? C'est quoi l'après ? Le truc, c'est que ces 20 millions, ils sont pas... Un fonds de VC te donne pas 20 millions pour que tu les places sur un livret A ou sur un compte épargne ou sous ton oreiller. 3%, c'est bien. Ouais, mais c'est pas de l'argent qui est destiné, ils peuvent le faire eux-mêmes. En fait, s'ils te les filent, c'est pour que tu les dépenses de manière efficace pour accélérer. Et le principe des levées de fonds, c'est que tu relèves tous les 6 à 12 mois. Quoi. Donc en fait, il faut le dépenser et vite, c'est le principe. Et bien. Donc... c'est pas toujours très sain de mettre dans les mains d'un primo-entrepreneur un tel montant qui a vocation à être dépensé sur une durée aussi courte. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est de l'hypercroissance à ce moment-là, plus que de la rentabilité. Ouais, donc c'est la pour renta, ça qu'ils demandent c'est un délire de PI. Ouais. Ce que cherchent les VC, c'est pas que tu fasses du bénéfice, c'est que tu fasses de l'hypercroissance. C'est d'abord, on va injecter des stéroïdes, plein de stéroïdes, pour que le truc grossisse très 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 vite. Et une fois qu'il sera gros, s'il y a un peu de gras à perdre, on lui fera faire du vélo de course et il va perdre son gras, mais il faut d'abord qu'il construise du muscle et très vite. Et je fais l'analogie avec la muscu parce que j'en fais et ça me fait marrer. Donc, tu vois, tu peux passer 10 ans chez Basic Fit à faire du développé couché, ou tu peux te piquer aux stéroïdes et au lieu de y passer 10 ans, tu vas y passer 6 mois et tu auras les mêmes résultats. Sauf que tu te tues un peu la santé. Mais tu verras plus tard. C'est un peu le même principe. C'est quand tu signes 20 millions, ça permet d'économiser des années de développement. Mais ça peut très vite... Dis-nous justement, c'est quoi les tuer tes organes. Et comme il faut le dépenser vite, du coup, tu te mets à recruter trop. Ouais. Tu te mets à faire plein de pubs. Tous les problèmes, tu les règles à coup de chèque. Tu vois, quand t'as pas de thunes, tu dois être créatif, tu dois t'impliquer personnellement et tu peux pas jeter de l'argent sur le problème. Et quand t'as du blé, dès qu'il y a un problème, tu le règles avec un chèque. Là, c'est sous-optimal sur les RH. Allez, on prend la DRH la plus connue de Paris, bam, on s'en fout, elle coûte une blinde, c'est pas grave, de toute façon, on est budget illimité. En fait, comme tes budgets illimités, t'es plus au centime, t'es même plus à l'euro, t'es plus au... Non, l'argent est censé régler tous ces problèmes-là. Exactement, pour pouvoir, et c'est ça qui est malsain. Et du coup, ta structure de coût grossit naturellement parce que cet argent doit être dépensé. Ça fait grossir la structure de coût. Normalement, c'est OK si derrière... la performance couvre cette structure. Oui, c'était le cas, jusqu'à ce que le marché se retourne. Et quand le marché se retourne, le problème, quand tu as une grosse structure de coût, c'est que tu n'es plus un Zodiac, tu es un gros paquebot. Et donc, quand il y a un iceberg qui arrive, tu ne peux pas dévier ta trajectoire aussi rapidement qu'un petit Zodiac. Magnifique. Merci. Magnifique. Je fasse de l'analogie muscu à Titanic. Et donc, c'est a posteriori, est-ce que j'ai fait un pacte avec le diable ? Est-ce que c'est ça qui m'a amené à couler ? On en reparlera, mais... S'il y avait une morale à retenir, c'est que c'est tout être humain est faible et va rapidement céder aux sirènes des zéros sur une feuille A4. Et j'ai été le premier à succomber à ce montant. Et je crois que si c'était à refaire, je le referais peut-être mieux, mais personne ne peut refuser un chèque de 20 millions, je pense. En tout cas, un primo-entrepreneur qui part de zéro, tu peux pas. Donc ce que ça implique, on shoot first, think later. Énorme. Écoute, merci beaucoup pour cette histoire. J'ai trouvé ça complètement fou et hyper personnel de la manière dont tu l'as raconté. On sent que tu as vraiment vécu la chose et que c'est quelque chose que tu oublieras jamais, tu vois. Enfin, j'espère, à part si t'as un plus gros chèque. Tu vois, je l'ai encore en plus, la term sheet. C'est vrai ? Elle est dans mes cartons là. Il faut que je la fasse encadrer, mais c'est c'est la feuille de papier la plus chère du monde. Je t'ai préparé un petit happening, j'aime pas ce mot, mais il existe et il faut l'utiliser. Avec l'équipe, on a un peu poncé LinkedIn. Tu sais qu'il y a un peu une mode ces derniers mois, ces dernières années sur LinkedIn. C'est les entrepreneurs qui parlent un peu de mindset, qui parlent un peu de toutes ces choses-là, de morning routine, etc.
Et on a repris un peu des posts, des vrais posts qui existent. Je vais te poser une petite série de questions, tu dois répondre par oui ou par non le plus rapidement possible et on va essayer de faire un petit débrief par rapport à ça. Okay. Vas-y. Est-ce que tu prends des bains froids? J'aimerais bien, je veux absolument m'y mettre. Est-ce que tu médites pour mieux visualiser tes réussites? Je l'ai fait, mais je le fais plus. Est-ce que tu bois des jus détox? Flemme de les préparer, mais si tu m'en sers un, je le bois. Est-ce que tu as une morning routine? Café. Est-ce que tu mets à l'écrit tes émotions? C'est pour les filles. Est-ce que tu mets des vêtements de couleur spécifique pour influencer tes journées? Je mets toujours les mêmes vêtements bleu marine. Faut-il sourire à la vie pour qu'elle te sourie en retour? Oui. Est-ce que tu te lèves entre 5h et 7h du matin? Oui, parce que j'ai un bébé qui me réveille en ce moment. Ah, génial. Oui. Depuis longtemps? Depuis 10 jours, là. Félicitations. Merci. Trop bien. Est-ce qu'il y a une de ces questions-là qui t'a fait écho un peu C'est fini? Ouais. Oh, et c'était dur d'aller penser tous ces posts-là. Non, alors j'aime bien tout ce qui est développement personnel. Il y a énormément de bullshit, mais pour vivre quelque chose de très dur en ce moment, qui est la liquidation et l'acharnement judiciaire et financier qui va avec, je dois trouver des vraies stratégies qui marchent vraiment et pas des trucs. En fait, noter tes émotions sur un bout de papier, c'est rigolo, mais en fait, quand tu es face à une pression telle que moi je la vis, ça suffit pas. Okay. Et donc, ce qui fonctionne en vérité, c'est le sport en fait, hein. Je suis désolé de dire des platitudes, mais en vrai, le sport à haute dose, c'est un antidépresseur très fort. Tu fais quoi comme sport? Je fais des trucs de... J'ai des trucs pour compenser peut-être un manque de virilité, mais je fais de la boxe et de la muscu. Ok, super cool. Mais j'en fais beaucoup. Ah, beaucoup de rigueur, il faut beaucoup de rigueur pour faire ça de discipline, donc c'est bien. Ouais, j'en fais genre 10 heures par semaine. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça où je me jette sous un pont, quoi. Parce qu'en fait, je le dis à moitié en rigolant, quand... Les entrepreneurs qui font faillite se prennent un acharnement qui est d'une telle violence, je te raconterai. Il y a eu plusieurs suicides d'entrepreneurs qui sont suicidés ou qui ont fait de l'hôpital psychiatrique. Enfin, j'ai plein de cas dans l'écosystème, on n'en parle pas assez. Et face à un tel niveau de pression et de stress, le sport à haute dose, c'est ce qui marche le mieux. Et moi, j'en fais, c'est ce qui me permet de sourire à la vie, comme tu dis. Et de sécréter les endorphines. Les endorphines qui permettent de résister au stress. Okay. Donc, il y a assez peu de choses aussi efficaces que le sport, mais pas un petit coup de stepper en te levant 15 minutes. Du vrai sport, vénère pendant 1 heure, chaque jour. Et puis, le deuxième truc qui marche, c'est le cercle social. C'est familial, social, entourage, garder contact tout le temps avec des gens. Et pas t'isoler et pas d'alcool du coup, enfin tout ce qui pourrait te faire donc, pas d'alcool, beaucoup de sport, beaucoup de potes. Et ça c'est valable aussi quand tu as ta start-up, pardon, quand tu la démarres, tout ça c'est valable aussi pour avoir le meilleur quotidien. Est-ce que tu penses un peu pas dire du marché start-up en ce moment, mais des boîtes qui se montent, la tendance qu'on prend? Est-ce que tu penses qu'on est dans une période intéressante en vue des projets qui arrivent? On parle beaucoup d'IA, etc. Est-ce que tu penses en ce moment tout ça? Je trouve qu'on va trop hyper des startups tech, IA, blockchain et oublier les vrais business, quoi. Tu vois, les boulons. Et donc moi j'ai joué au jeu de la tech avec Mastéos, on avait une app, on a dépensé 10 millions en tech et c'était cool et voilà, mais en vrai on n'a pas fait beaucoup avancer la science immobilière. Moi je crois à des boîtes qui font des trucs tangibles, concrets, des PME. Donc des boîtes qui sont rentables, peut-être de suite, qui lèvent moins. Si elles sont rentables c'est cool, mais revenir à des trucs assez sains, primaires, tout ce qui est anti-sexy, je pense que ça a de l'avenir. Tout ce qui n'est justement pas tech, pas IA. Désolé. Toi c'est bien ton truc, mais ça répond à un vrai besoin. Mais il y a trop de Tu parles de Fundora, pardon. Okay. Ouais, en vrai j'aime bien l'idée. Mais il y a trop de branlettes sur. On va faire la énième. Dis des noms. Non, mais moi dans mon secteur de l'immobilier, la énième. PropTech de gestion locative, de logiciel de je sais pas quoi qui améliore que marginalement. Non, fais du vrai immobilier, invente, ce que j'essaye de faire maintenant, fais un truc immobilier, oublie la tech, quoi. Ouais. Et moi en ce moment j'ai l'impression de voir des innovations qui viennent créer de nouveaux problèmes en fait finalement. Genre quoi? J'ai pas d'exemple concret, tu vois, mais une startup qui va, je sais pas, une nouvelle PropTech, tu vois. Je prends un exemple à la con, hein, mais qui va sortir une nouvelle feature, tu vois, que les autres ont pas. Et en fait, cette feature-là, elle va limite rendre la vie plus compliquée que ce qu'elle n'était avant. Tu le vois, ce genre d'innovation. Tu veux citer un nom? Toi?
Ah non, mais j'ai pas de nom, okay. tu vois. Mais ouais, ça ouais, non, mais souvent, c'est les micro-innovations qui ouais. sont bidons, et finalement, ouais. ça vient emmerder un peu. Non, mais tu lèves des millions pour faire ce feature, et en fait, typiquement dans mon secteur, dans l'immobilier, les gens, ils s'en foutent que tu aies une belle app. Ils veulent que le chantier, il finisse à temps, qu'il n'y ait pas de dépassement de devis, que ton truc soit bien géré, que ton loyer, il arrive dans les temps. Après, si ton loyer, il arrive dans les temps et qu'il arrive via une interface avec un UX ultra optimisé, connecté à la blockchain et tout, c'est génial. Mais moi, ce que je veux, c'est que mon loyer arrive, quoi. Donc, je préfère un gestionnaire à l'ancienne qui gère super bien mon deal, plutôt que de la tech à foison, et il n'y a personne sur le terrain. Désolé d'être focus PropTech, mais c'est mon secteur, mais dans PropTech, t'as Prop et t'as Tech. Ouais. Je te suis. Et Prop, ça veut dire immobilier, Tech, ça veut dire technologie, et je pense qu'il faut choisir ton camp. Ouais. Tu peux pas faire le grand écart comme je l'ai fait entre les lignes de code et les plaques de BA13. Soit t'es très bon sur la partie Prop, genre IAD, soit t'es très bon sur la partie Tech, genre Airbnb. Airbnb, ils possèdent rien, mais tu peux pas jouer à être bon en Prop et bon en Tech. Faut choisir ton camp. Ouais, super intéressant. Et je pense que si tu veux faire de la tech, tu me fais pas le 57e chatbot conversationnel de SAV pour les agents immobiliers, ça suffit. Tu fais un truc vraiment qui révolutionne la tech. Tu fais pour de vrai, quoi. Mais tu fais de la vraie tech, quoi, de la tech brevetable. Pas un UX vaguement amélioré. Ouais, et avec un sous-jacent financier rentable. Parce que si c'est pour avoir 12 agents qui te font un abonnement à 12 € et tu es obligé de lever la masse de fonds pour pouvoir compenser ton modèle qui fonctionne pas, ça marche pas. Bah là, ça y est, je pense qu'on est dans une période où les levées sur des valos délirantes et sur des boîtes qui sont pas trop rentables, ou pas du tout, c'est quelque chose qui est quasi mort. Bah c'est bien, hein, c'est de la sélection darwinienne. Maintenant, tu es obligé d'avoir une vraie boîte, c'est ça. Une valo normale et être rentable, en fait. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Yes. Bon, Thierry, c'est le moment de ta deuxième confession. Après que tu nous aies raconté ton plus beau deal, tu vas nous raconter ton pire deal, sachant que le plus beau a eu quand même des conséquences un peu dures. Donc, même chose, beaucoup d'éléments de contexte, rentre dans les détails, plonge-moi dans ton histoire, et puis après, on essaye de faire un petit débrief de tout ça. Ouais, c'est vrai que mon plus beau deal, il avait des allures de pire deal, mais non, ce qu'il faut retenir, c'est que j'en suis hyper fier. J'ai jamais vécu un tel truc, et si c'était à refaire, je le ferais tout le temps. Et c'était vraiment le plus beau deal de ma vie. L'aventure était incroyable. Il vaut largement l'enfer de la liquidation. Maintenant, mon pire deal, et il y a une morale à tirer de ce truc. Quand j'ai commencé Mastéos, mon premier deal, en fait, c'était mon pire deal. C'était pour un pote. Il m'a dit tiens, prends, j'ai 150 000 € qui traînent. Il y avait un peu de financement bancaire dessus, mais en gros, il m'a dit prends cet argent, va m'acheter un bien, comme ça je te sers de cobaye, comme ça tu peux lancer ta boîte avec un premier deal. Donc très sympa, le mec, il me dit ta carte blanche, juste je veux jamais m'en occuper, tu te démerdes, m'achète pas un truc pourri, achète-moi un truc rentable si possible. Ok, c'est quoi l'endroit le plus rentable de France? Je sors l'Excel, je crunch la data et je tombe sur Roubaix. Bon, Roubaix, 1000 € du mètre carré à l'époque. Génial. Assez rentable. Puis à Roubaix, je trouve un truc, un immeuble à justement 150 000 balles avec un local commercial, 2 appartes. Super rentable, trop cool. Donc je me dis, allez, on va faire ça. Et donc j'achète cet immeuble à 150 000 € avec un gros cash flow sur l'Excel. Et cet immeuble, à lui tout seul, il m'a causé, je pense, plus de stress que ma boîte et la liquidation. J'ai du mal à y croire. Non, mais c'est hallucinant à quel point un petit deal peut prendre des proportions. Enfin, ça peut être out of proportion, vraiment. Et c'était le cas. Et en fait, c'est comme si j'avais... c'est comme si on m'avait mis l'œil, quoi. Vraiment, ce truc, c'est... Okay, je suis maudit. Non, j'y crois pas, évidemment, mais... Et donc, il s'avère que j'achète cet immeuble, je fais les travaux, je fais super travaux. L'immeuble, il est nickel. Et évidemment, je connais pas Roubaix. Évidemment, la raison pour laquelle il est pas très cher, c'est qu'il est dans le quartier où il faut pas être. Et donc, je le mets en location. J'ai à peine le temps de le mettre en location qu'il est squatté. Bon, mais full squatté, quoi. Tu vois, à l'ancien. Enfin, vraiment, pas un lot sur 3. Tout est squatté. Okay. Et pas squatté par des gens sympas, squatté par le pire gang de dealers de la ville. Vraiment des gens où la police ne vient pas, si tu veux. Oh là là. Donc, et puis accessoirement, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais ils fracassent tout. Mais vraiment, ils me fracassent alors que je venais de rénover le truc. Bon, et la mairie quand même qui passe de temps en temps dans ce quartier, visite l'immeuble, voit qu'il est habité, il est squatté, mais il est techniquement habité, et il est destroy.
Et elle m'envoie un arrêté d'insalubrité en disant vous hébergez des gens dans un immeuble dans des conditions insalubres. Je fais bah non, pas. Je me suis envoyé regarder le devis travaux, il était nickel, j'ai des photos, c'est du Airbnb et là c'est comme s'il y avait eu une guerre à l'intérieur. Et donc je leur dis je vais pas refaire les travaux et en plus c'est des gens qui sont là illégalement et la mairie me dit bah si en fait si c'est votre obligation de loger les gens décemment qui paye ou qui paye pas quoi. Ouais. J'ai pas le budget là pour refaire un truc. Et bah dans ce cas on va vous mettre une amende. Donc déjà je reçois pas de loyer, mon truc est squatté, ma réno est destroy et je me prends une amende et l'amende c'est par jour. En fait c'est une amende par jour. C'est tant que j'ai pas fait la réno, tant qu'il n'y a pas une levée de l'arrêté d'insalubrité, je me prends une amende. Donc elle fait que grossir. Et c'est capé à 50 000 euros. Donc t'inquiète que je touche très vite le cap de 50 000 euros. En plus, bah, moi fiscalement, je déclare pour le compte de mon ami qu'il n'est pas du coup pas loué. Donc je me prends la taxe sur les logements vacants d'un truc squatté pour laquelle la mairie me demande de mettre aux normes alors que je venais de rénover. Non mais c'est un délire. Génial. Et en fait, ça fait que empirer parce qu'ensuite mon pote du coup bah, commence à m'en vouloir et donc je dois gérer des avocats, etc. Donc ça me coûte une blinde. Qu'est-ce qu'il y a enfin ouais, je veux pas que les gens fassent des cauchemars mais en gros et ce truc ça fait 4 ans que je me le traîne parce que du coup je peux pas le vendre. Tu l'as encore là? Ouais bien sûr. Je me le prends pour toute la vie quoi. Je peux pas le vendre parce qu'il est squatté, il est sous arrêté d'insalubrité. Je peux pas libérer les squatteurs parce qu'ils sont dangereux et d'ailleurs j'y suis allé une fois avec une de mes gestionnaires Mastéos et on s'est fait entourer par des dealers et j'ai littéralement cru que j'allais mourir. Et ma gestionnaire, et pourtant je fais du MMA, de la boxe, je me laisse pas facilement faire, mais là ils étaient 10. Oui, bon, là il n'y a pas de sujet, en fait j'étais mort. Et ils me disent, mais t'es de la police parce que je sais pas, je dois avoir une tête de flic. Ouais, c'est vrai que ça passerait bien. Ouais, comme ça. Et ils pensaient que j'étais flic et ils allaient me tuer. Et je dis non, mais j'ai quelqu'un de la mairie qui arrive. Ah ouais, tu fais venir les autorités publiques, dans ce quartier personne ne rentre. Je dis attendez, mais c'est juste parce qu'il y a un arrêté d'insalubrité. Moi et ma gestionnaire, heureusement, elle parlait un peu la langue et elle était du coin et elle a réussi à me sortir de là. Je dois la vie, mais ouais, enfin vraiment on allait y passer. Wow. Tout ça pour un petit deal à 150 000 balles. Encore une sacrée histoire. Et la sacrée histoire, c'est que quand les youtubeurs en IMO te disent devenir rentier en achetant des immeubles de rapport, et Dieu sait que j'en ai vendu chez Mastéos, heureusement ils sont pas tous finis comme ça, mais faites gaffe les amis, parce que derrière les sirènes de la rentabilité se cachent souvent des problèmes qui sont à proportion, voire plus. J'allais te poser la question, est-ce qu'un rendement presque trop facile peut te donner l'intuition qu'il y a une merde qui se cache derrière, ou c'est pas un facteur? Alors, je vais être très ferme dans ma réponse. C'est pas de temps en temps, c'est toujours. Okay. En fait, c'est pas compliqué. Parfait. Moi, dès que je vois un truc qui est cash flow positif, je sais que je vais y laisser ma santé mentale. En fait, le rendement, il est corrélé au risque. Le risque, il peut prendre plein de formes. Ouais. Ça peut être juste de l'énergie à dépenser, du temps perdu. Ouais. Mais maintenant, dès que je vois un truc rentable, trop rentable, plus rentable que ce que ça devrait être, cash flow positif sans apport, je fuis. Ok, il n'y a pas de bonnes affaires comme ça, quoi. Ça non. Pas. Il y a des cas très particuliers où tu peux faire des bonnes affaires, mais si un professionnel de l'immobilier te propose un truc qui est trop rentable, moi je bloque son adresse, je bloque son numéro et voilà. Direct. Ouais. Et en plus, ça te servait un peu de POC, de Proof of Concept pour Mastéos. Genre, tu l'as vécu comment sur le moment? T'as gardé confiance en toi quand même sur Mastéos, etc. Ouais. Je suis désolé pour les gens qui ont servi de cobaye au début, mais bon, après on a fait 1500 transactions. Sur les 1500, il y a eu des cas extrêmes, il y a eu des incendies non remboursés par l'assurance parce qu'ils ont vu des vis. Il y a eu des champignons dans un immeuble qui a du coup quasiment s'est effondré. Il y a eu, on a tout vécu. Hein. Sur 1500 deals, j'ai vécu les pires catastrophes que l'immobilier peut présenter. Mais ça reste quand même mineur. Non, le plus souvent, tu te prends des surprises au niveau du chantier, tu découvres qu'il y a de l'amiante ou que les toilettes sont mal raccordées ou que, je sais pas, il n'y avait pas le compteur EDF, ces trucs mineurs. Mais tu te prends souvent beaucoup de problèmes au niveau des travaux et ça finit quasiment toujours en retard, toujours plus cher que prévu. Ça, c'est sûr, tu vas te le manger. Mais les grosses catastrophes, comme je te décris, heureusement, ça reste rare. Mais elles sont évidemment surreprésentées dans les zones rentables. C'est-à-dire que le niveau de catastrophe est clairement corrélé au niveau de rendement qui était recherché à ce moment. J'ai compris. Et les problèmes dans le temps, ils s'enchaînent rapidement ou ça vient de mois en mois? Enfin, tu sais qu'il est squatté direct, ça, ok.
Quand est-ce que tu commences à avoir les problèmes avec la mairie, etc. Ouais, mais enfin, en fait, ce qui est ouf, c'est que les problèmes font des petits, ça fait des enfants. Tu vois, du coup, la facture pour l'astreinte, je peux pas la payer, donc je me prends un huissier. Donc ça fout ça fait peur à ma conjointe, donc ça crée du stress dans mon couple. Ensuite, je dois me payer un avocat. En fait, ça fait des petits. Il faut très vite répondre aux problèmes. Et je sais pas, peut-être que j'ai pas répondu assez vite, assez fort. En plus, je suis phobique administratif et c'est vraiment très. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Ce que j'ai dit, et les problèmes, faut les traiter très vite parce que ils peuvent. Faut les affronter vite. Faut les affronter. Moi, je crois que j'étais dans la fuite. Et faut. Ça s'accumule quand c'est dans la fuite et finalement la montagne est plus grande à la fin. Je suis assez d'accord. Plus facile à dire qu'à faire, mais d'accord, c'est ok. Ouais. Et ce pote, c'est toujours ton pote ? Compliqué, enfin oui, il est relativement compréhensif, mais du coup ça s'est accumulé, c'est devenu un tel merdier que maintenant c'est... Bon, après officiellement t'as perdu plus d'argent que lui, du coup sur le... Oui, parce que c'est son bien, mais moi par culpabilité j'ai quand même énormément participé et je continue à le faire. T'es gérant de la SCI aussi ? Ouais, c'est ça. Donc non, et puis il y a des... du coup, tu veux dire combien ça t'a coûté ? Oui, quasiment le prix de l'immeuble, hein. L'immeuble, j'ai acheté 150 et j'en ai eu pour 150 d'amendes, de frais d'avocat, de coûts divers et variés qui sont accumulés. Ouais, c'est un truc de malade. Super. Super, non, mais... Super. Non, mais c'est une leçon. C'est-à-dire que quand un deal paraît sexy comme ça... Et puis l'autre leçon, c'est l'immobilier, c'est un truc très local. Donc, quand tu fais de l'immobilier, si tu vas à Roubaix et que t'es pas de Roubaix, t'oublies, quoi. Je comprends, c'est chez toi, quoi. Fais les quartiers que tu connais. C'est du local. Ouais. C'est aussi une des erreurs de Mastéos d'avoir voulu faire 180 villes d'un coup. Et tu l'as fait déjà ? Je l'ai fait, ouais. Mais c'était piloté par Paris. Donc les décisions, elles étaient pilotées par des gens qui avaient jamais foutu les pieds sur le terrain. Donc à la limite, si c'était à refaire à Mastéos, j'aurais très vite délégué le pouvoir aux locaux parce que c'est eux qui connaissent leur ville mieux que le central. Ouais, je comprends. J'ai une dernière question, et pas des moindres. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour le prochain invité de Due Deal ? Compliqué ça. Alors, je sais pas qui va être ton prochain invité, mais... Moi non plus, justement. Non, mais ce qu'il y a à dire, c'est que c'est toujours psychanalytique de parler des deals qui ont traumatisé, des deals qui nous ont fait... qui nous ont positivement impactés. Et en parler, ça permet de soi-même prendre du recul sur soi et comprendre qui on est, parce que les deals, la manière dont on réagit, elle en dit beaucoup sur nous. Donc le prochain invité, je pense qu'il devrait voir ça comme une séance de psychothérapie et de pouvoir prendre du recul sur... Avec moi comme si ? Avec toi comme réceptacle passif. Parce que douleur. C'est ça. Donc c'est toujours un exercice qui nous fait apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et à travers les deals, c'est vrai qu'on perçoit pas mal de choses sur sa propre nature et personnalité. Ouais. C'est un bon angle que tu as trouvé pour ton podcast. Super, merci beaucoup. Fin de tournage pour Thierry ? Fin de tournage. Salut. Merci. Super.